à tous et à toutes. Donc on va commencer ce séminaire et je suis très heureuse d'accueillir au nom de l'ISPEN mais aussi du département santé publique et du BPH Florence Fournet qui est chercheur à l'IRD et au CNRS, je vois aussi. L'unité est associée au CNRS, moi je suis IRD. D'accord. À Montpellier et que j'avais invité sur la thématique et que vous allez voir et qu'elle va nous présenter. Elle va surtout aussi nous présenter et se présenter elle-même, parce que je pense que c'est encore mieux que moi. Elle est entomologiste médicale. Je ne sais pas si tous les étudiants connaissent le mot entomologiste. Moi, oui, mais elle le présentera et elle travaille sur le sujet de la végétalisation. Elle a travaillé beaucoup en Afrique et maintenant elle travaille autour avec les régions et les villes Montpellier et Toulouse et pas Bordeaux. Mais parce qu'à Bordeaux, il y a un autre projet qui est en cours et il y a des post-doctorants, doctorants qui sont sur ce sujet. Donc je lui laisse la parole et puis après nous aurons une séance de questions-réponses et je la remercie beaucoup d'avoir traversé une partie de notre sud-est, sud-ouest et de rallier, parce que le train, si vous l'avez pris, est un petit peu long. Hein. Donc merci beaucoup Florence et je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Florence Fournet, je suis directrice de recherche à l'IRD. Dans une unité qui s'appelle MIVEGEC et qui s'intéresse plutôt donc aux maladies vectorielles sur un continuum d'écologie, de génétique, d'évolution et de contrôle. Donc je suis entomologiste médicale, ce qui veut dire que je m'intéresse à tous les organismes qui sont susceptibles de transmettre des agents pathogènes, alors plutôt aux humains, mais bon, il y a des entomologistes, donc moi médicaux, mais il y a des entomologistes agronomes, donc voilà. Et je vais vous parler donc d'une thématique qui est en train d'être creusée effectivement en Occitanie sur la végétalisation urbaine et les risques vectoriels qui pourraient y être associés. Donc, comme vous le savez, on est dans un monde de plus en plus urbain. Depuis 2007, la part des citadins a pris le dessus sur la part des ruraux. Et d'ici 2050, les perspectives annoncent 70% de la population qui habitera dans des villes. Alors l'urbanisation, elle s'est faite avec des dynamiques spatio-temporelles différentes selon les continents. Et si l'Afrique est restée en marge de cette dynamique pendant très longtemps, c'est dans les années présentes et futures que se fera le gros du phénomène d'urbanisation. Alors les villes, elles sont caractérisées comme des milieux denses, ouverts et hétérogènes. Hétérogène, ça veut dire que, en gros, on a des villes dans les villes. Et j'ai mis ici quelques exemples avec à la fois dans la partie supérieure des villes qui sont les vitrines de modernité qu'on a un peu tous en tête, et l'espèce de face cachée des villes avec des quartiers beaucoup moins développés à l'intérieur d'une même ville, voire très paupérisés. Et ça, on le retrouve sur l'ensemble de tous les continents en termes de villes. Donc cette urbanisation, elle est à l'origine d'une érosion de la biodiversité. D'ici 2030, les perspectives indiquent qu'il devrait y avoir 1,2 million de kilomètres carrés de surface urbaine en plus, ce qui veut dire que la situation qu'on observait dans les années 2000, elle va à peu près tripler, et ça représente 110 km² de surface urbaine en plus chaque jour. Et cette dynamique, elle se fait donc aux dépens des espaces naturels et agricoles, ce qui va représenter à la fois une perte d'habitat, mais aussi une fragmentation de l'habitat qui est très importante en termes de biodiversité et de continuum de biodiversité. Et cette urbanisation, elle a des effets à la fois sur l'écosystème et sur la santé. Donc des effets à la fois en termes de pollution, des villes, notamment ici des villes en Inde. Le fait que les villes soient caractérisées par une forte imperméabilisation des surfaces va entraîner des problèmes d'inondation. On a vu le résultat cette année en Espagne.
Le fait que cette imperméabilisation soit très présente va générer un phénomène d'îlot de chaleur urbain, avec des augmentations de température en ville qui peuvent être jusqu'à 5 degrés supérieures à ce qu'on peut observer dans les périphéries. Et aussi, donc, à l'origine de ces inégalités sociales, dont je parlais un petit peu plus en avant, avec souvent une juxtaposition de quartiers, on va dire, très haut standing, qui peuvent être juste à côté de quartiers beaucoup moins développés. Et tous ces phénomènes sont éventuellement exacerbés par le changement climatique. Donc pour essayer de rendre les villes plus durables, qui est l'objectif de l'ODD 11, donc faire des villes qui soient saines, résilientes, durables, ouvertes, plus inclusives, on va dire, les solutions fondées sur la nature ont été un peu imaginées comme la façon d'espérer atteindre cet objectif de durabilité. Donc elles sont caractérisées comme des actions qui vont viser à protéger, gérer durablement, restaurer les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou modifiés, en répondant donc aux défis sociétaux de manière efficace et adaptative, tout en procurant des avantages à la fois en termes de bien-être et de biodiversité. Donc ces solutions fondées sur la nature, elles sont très diverses. Ça peut être des grands parcs, ça peut être des jardins partagés, ça peut être des toits ou des murs végétalisés, et c'est aussi tout le réseau des trames vertes, alors vertes, bleues, donc on dit maintenant turquoise, qui vont permettre de connecter les villes avec leur périphérie. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc les initiatives de verdissement des villes, elles sont de plus en plus nombreuses et elles existent partout. Donc que ce soit Singapour, qui est une cité en pointe sur la végétalisation urbaine, mais c'est aussi en Amérique du Sud, c'est aussi en Afrique et bien sûr sur l'Europe, avec ici les plans de verdissement de Paris. Donc quand on regarde dans la littérature scientifique, les bénéfices pour les écosystèmes urbains ont été largement abordés. Donc on peut trouver des améliorations sur la qualité des sols, une augmentation de la biodiversité, une réduction du bruit du fait de la présence des canopées urbaines, des réductions de température, évidemment, une amélioration de la pollinisation avec la restauration de la biodiversité et un effet aussi de captation des polluants atmosphériques qui se fait également par le ver des plantes. Et on a aussi en conséquence des bénéfices en termes de santé humaine, donc qui vont s'appuyer sur les services écosystémiques dont j'ai parlé, et qui vont aussi aller voire même un petit peu au-delà, puisqu'on a des effets d'amélioration de la santé mentale avec des réductions du stress. On a un effet sur les affections respiratoires avec la diminution de la pollution, des effets sur les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'en permettant aux gens de pouvoir avoir de l'exercice physique dans par exemple les parcs, on peut imaginer des effets sur les pathologies liées à hypertension artérielle, diabète, etc., jusqu'à des effets sur la mortalité, avec cependant une petite note d'attention sur le fait que toutes ces études, elles sont faites à des échelles, avec des méthodes relativement différentes, ce qui fait qu'il est un peu compliqué de dire catégoriquement les solutions fondées sur la nature ont un effet positif sur ça, parce qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent et qui vont se mélanger. Mais disons que globalement, on démontre le bénéfice en termes de biodiversité et en termes d'amélioration des écosystèmes et de santé humaine. Alors, on identifie quand même des effets négatifs de la végétalisation urbaine. Donc, on peut noter la formation d'ozone du fait de la production de composés organiques volatiles par les arbres. On note aussi qu'en présence de canopées un peu hautes et denses, on va non plus avoir un brassage de l'air, mais plutôt une captation, une séquestration de l'air et donc localement une augmentation
possible de l'air pollué. On va avoir évidemment de l'émission de pollen qui va avoir un effet sur les phénomènes d'allergie. On va également augmenter la possibilité de contact entre la faune sauvage et les populations humaines. Donc ça, c'est les sangliers qu'on va trouver au milieu des carrefours, qui ne sont pas forcément des connexions souhaitées par les citadins. Et on va aussi augmenter les inégalités sociales parce que, pour le moment, on végétalise quand même plutôt des quartiers, on va dire, de bon standing, plutôt que des quartiers paupérisés. Et on peut se demander quel pourrait être l'impact de ces solutions fondées sur la nature sur les risques vectoriels, donc sur les maladies vectorielles en ville. Donc juste pour resituer un petit peu ce que sont les maladies vectorielles, donc ce sont des maladies infectieuses dont les agents pathogènes sont transmis par des arthropodes vecteurs hématophages, ça veut dire qu'ils prennent du sang. Donc ces arthropodes hématophages, ce sont les moustiques, les tiques, les mouches, les puces, et ils vont assurer une transmission active d'un agent infectieux, que ce soit un virus, une bactérie ou un parasite, d'un vertébré à un autre vertébré. Donc selon les chiffres de l'OMS, 80% de la population mondiale sont exposés à un risque d'au moins une maladie vectorielle. Elles représentent 17% du fardeau global des maladies transmissibles, et elles sont quand même à l'origine chaque année de à peu près 700 000 décès. Elles sont présentes en milieu urbain du fait de l'adaptation de ces vecteurs aux villes, et le changement climatique impacte évidemment les vecteurs, mais aussi leurs agents pathogènes. Je rappelle juste ici l'avis du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, donc le COVARS, qui, dans un de ses rapports récents de l'année dernière, a estimé en fait les scores de probabilité de survenue de maladies infectieuses en fonction de leurs conséquences et selon les territoires et les facteurs environnementaux et politiques. Et vous voyez que dans les carrés rouges et carrés oranges, des maladies comme West Nile, la dengue, les encéphalites attiques, Zika, Chick, fièvre Crimée-Congo, sont parmi les maladies qui ont été identifiées comme pouvant être à l'origine d'événements épidémiques qu'il faut surveiller. Donc, on a, avec une petite équipe dans MIVEGEC, on a essayé de faire une revue de la littérature des effets potentiels de la végétalisation urbaine sur les vecteurs et les maladies vectorielles au sens plus large. Donc c'est une revue de la littérature qui a été soumise la semaine dernière. Et donc à peu près une centaine d'articles ont été identifiés qui évoquent ce lien possible entre végétalisation urbaine et maladies vectorielles. Et le résultat global de cette revue de la littérature, c'est qu'en gros, c'est difficile de se faire une idée très claire de ce que sont ces risques vectoriels associés à la végétation qu'on peut introduire dans les villes. Donc, on a identifié une grande diversité de méthodes, à la fois pour caractériser les maladies vectorielles et pour caractériser les solutions fondées sur la nature qui étaient impliquées. Et on a aussi identifié des effets de ces solutions fondées sur la nature différentes selon le système vectoriel et selon aussi les localisations géographiques. Donc, par exemple, sur les Aedes, donc, qui sont des vecteurs des arbovirus, type virus de la dengue, virus du chikungunya, on a une augmentation, par exemple, de la présence et de l'abondance de certains vecteurs, mais pas d'autres. On a donc des dynamiques qui sont très liées au contexte, et on a finalement beaucoup d'études sur l'Amérique du Sud et très peu ailleurs. Sur les systèmes liés à Culex, donc, qui va être le vecteur du virus West Nile, on a également un contexte dépendant sur l'effet des solutions fondées sur la nature et une dynamique qui est surtout liée à la dynamique des oiseaux hôtes du virus. Et on a plutôt des études en Amérique du Nord. Sur les tiques, on a un effet beaucoup plus marqué de la végétalisation urbaine sur leur présence et leur abondance, avec le lien avec les trames vertes dont je parlais tout à l'heure, qui mettent en connectivité donc une ville
avec sa périphérie. Et on a très peu d'études sur les autres vecteurs, donc que ce soit des phlébotomes vecteurs de leishmanie ou des vecteurs de pathogènes pour les plantes. Donc voilà un peu le contexte qu'on identifie sur qu'est-ce qu'on peut craindre, on va dire, de la végétalisation urbaine en matière de maladies vectorielles. Et je vais juste vous prendre quelques exemples un peu plus particuliers pour être plus dans le détail. Donc si je prends le cas de la dengue, on a deux vecteurs majeurs qui sont Aedes aegypti et Aedes albopictus. Donc Aedes albopictus, vous le connaissez, c'est le moustique tigre, celui qui est présent à Bordeaux et dans de nombreuses villes désormais de France. Je vous ai mis là juste le contexte 2024 de la dengue en France. Donc 83 cas autochtones qui ont été dépistés. C'était la plus grosse émergence de ces dernières années, sachant qu'on est en croissance forte depuis 2023 d'identification de ces cas autochtones. Mais sachant aussi que 2024 a été une année un petit peu particulière, puisqu'il y a eu environ 13 millions de cas à l'échelle mondiale, avec presque 8500 décès qui ont été reportés dans 86 pays entre janvier et octobre 2024. Donc dans cette recherche de littérature qui pouvait nous aider à mesurer un peu le lien entre végétalisation urbaine et maladies vectorielles, il y a cette épidémie de dengue qui a sévi à Tokyo en 2014, donc avec d'un seul coup une recrudescence de dengue qui a pu être rattachée à un parc urbain central de la ville de Tokyo, le parc Yoyogi, dans lequel il y a eu soudain une prolifération d'Aedes albopictus et avec des Aedes infectés. Il a suffi de fermer le parc qui était très fréquenté par la population pour que l'épidémie redescende. Par contre, si on regarde le lien à Sao Paulo, donc au Brésil, on change de vecteur, c'est Aedes aegypti. Et là, les études montrent qu'en fait, quand on a des cas de dengue, ils sont plutôt localisés dans des quartiers minéralisés, c'est-à-dire peu végétalisés. Donc, je reviens sur ce que je disais, des effets contexte et des effets système vectoriels qui ont un effet sur la conséquence de la végétalisation urbaine. Si je prends la fièvre du Nil occidental, donc le West Nile, donc c'est un virus qui a été isolé pour la France en Camargue dans les années 60, qui circule maintenant sur le pourtour méditerranéen régulièrement, avec des cas équins identifiés pour la première fois en 2022 en Gironde et des premiers cas humains identifiés en Nouvelle-Aquitaine en 2023. Donc je vous rappelle que pour le West Nile, c'est un circuit qui se fait normalement entre un moustique et des oiseaux qui sont réservoirs. Et les humains, comme les chevaux, sont des hôtes accidentels qui sont des impasses sur le cycle de transmission. Mais bon, c'est quand même une maladie qui nous concerne et qui pourrait nous concerner de plus en plus, puisque donc en Europe cette année, c'est pareil, une situation qui a été largement plus prégnante que les années précédentes, avec pour la France 39 cas, je crois, de West Nile autochtones et donc une circulation qui a concerné à la fois le bassin méditerranéen, mais aussi vous sur la façade atlantique. Et ce lien donc, du West Nile en milieu urbain, il est bien pointé par le rapport de l'ECDC de 2023, où ils identifient des contextes urbains comme les eaux, mais aussi les parcs urbains, comme des endroits qui pourraient être favorables à l'émergence, à la circulation du virus, et des endroits qu'il faut surveiller, puisqu'on se trouve dans des milieux où on va avoir des oiseaux, on va avoir le moustique, et on va avoir des gens qui fréquentent ces espaces-là. Et donc, il y a des études en Espagne qui montrent que dans certaines villes d'Andalousie, on a presque 50% des merles noirs qui sont identifiés avec des sérologies positives. Et donc, je vous rappelle les cas humains à Bordeaux en 2023, cas intra-urbains.
Si on passe un petit peu sur les milieux plus tropicaux, donc avec le paludisme. Donc le paludisme, il est lié à des vecteurs qui sont des anophèles. Donc il y a à peu près 500 espèces d'anophèles dans le monde, 50 qui sont capables de transmettre et 20 espèces vraiment majeures en Afrique, Anopheles gambier évidemment. Donc, pour ce qui est du paludisme, même si les études ne font pas forcément le lien entre végétalisation urbaine et présence du paludisme, on a quand même des liens qui se font avec la présence de l'agriculture urbaine, qui est très développée notamment en Afrique de l'Ouest, dans toutes les zones de bas-fond, qui sont des zones où on va avoir de l'irrigation, enfin de la présence d'eau qui permet d'avoir à la fois du riz et des jardins maraîchers. Et donc, il y a de nombreuses études quand même qui montrent que le taux d'infection du vecteur, Anopheles gambier, est supérieur quand on est à proximité de ces zones agricoles urbaines, qui vont fournir donc à la fois des gîtes de repos aux adultes, mais aussi des gîtes larvaires pour les stades aquatiques, mais avec quand même des nuances en termes de gestion à la fois du système pour l'irrigation et aussi des pratiques agricoles, évidemment, qui en découlent, qui peuvent faire que le risque va varier. C'est quelque chose qui est assez nouveau, le paludisme urbain. Donc, je vous ai rappelé une petite phrase que Baudon et Spiegel avaient annoncée en 2000, en disant que le paludisme urbain serait le paludisme de demain, ce qui à l'époque avait été assez controversé, puisque tout le monde était persuadé que l'écologie du vecteur de paludisme, c'était des moustiques qui ne supportaient pas l'eau polluée, qui ne pourraient donc pas se développer dans des gîtes urbains, par définition forcément pollués. Et on a vu rapidement que les vecteurs, ils s'adaptent à cette pollution et qui sont bien présents maintenant dans les villes. Mais 2000, c'était quand même très prémonitoire. Et une petite alerte avec Anopheles stephensi, donc qui est un moustique qui arrive d'Inde, qui a traversé par la péninsule arabique, qui est parvenu jusqu'à Djibouti, quasiment l'année où Djibouti allait déclarer l'élimination du paludisme. Il y a eu une grosse épidémie qui a donc remis en question cette élimination du paludisme. Et puis, ma foi, stephensi, il colonise petit à petit l'Afrique. Il est descendu au Kenya, il est descendu, maintenant il est au Ghana. Et c'est un moustique qui est une vraie alerte de santé actuellement parce qu'il est vecteur à la fois de vivax et de falciparum. Il est très résistant aux insecticides et il se développe dans les mêmes types de gîtes que Aedes aegypti dans tous ces pays. Et donc, par définition, en ville. Et donc c'est une vraie menace qui est sérieusement prise en compte par nos collègues africains. Alors, un petit passage sur les leishmanioses. Donc, le vecteur, c'est un phlébotome, donc c'est un tout petit moucheron plutôt jaune qui a des petites ailes lancéolées. Qui va se développer, alors lui il n'a pas besoin de milieu aquatique, il va se développer plutôt dans des sols humides, au contact souvent de fermes. Et donc c'est un problème qui nous concerne sur le pourtour méditerranéen. Et en termes de végétalisation urbaine et de risque de leishmaniose, il y a cette recrudescence de cas qui s'est produite entre 2009 et 2012 à Madrid, et qui a pu être rattaché à l'aménagement d'une forêt en périphérie de Madrid, donc une forêt qui a d'un seul coup été plus fréquentée par la population humaine, une forêt dans laquelle s'est introduit un autre réservoir supplémentaire pour la leishmaniose, un lièvre, et donc ce petit écosystème modifié a permis la mise en place d'un cycle de leishmaniose qui a donc fait 446 cas de leishmaniose qui n'étaient pas tout à fait prévus et qui continue jusqu'à présent à être plus que ce qu'on pourrait espérer. Si je passe sur les tiques et les maladies à tiques,
Donc, il y a à peu près 1000 espèces de tiques dans le monde. Seulement quelques-unes sont vectrices d'agents pathogènes. Par contre, d'une grande variété d'agents pathogènes, aussi bien des bactéries, des virus que des parasites. Et ce sont les principaux vecteurs d'agents pathogènes pour les animaux, du moins en Europe, avec la maladie de Lyme, les encéphalites attiques et la fièvre hémorragique Crimée-Congo. C'est des arthropodes qui ont des cycles de vie très complexes, avec un stade larvaire, un stade nymphal et un stade adulte, avec des hôtes sur lesquels ces différents stades vont se nourrir, qui vont différer selon les stades par lesquels la tique passe. Là, c'est le cycle d'Ixodes ricinus, donc le vecteur de la maladie de Lyme que je vous présente. Donc vous voyez que ça peut être à la fois des petits rongeurs, ça peut être des plus gros rongeurs, et puis ensuite des mammifères de plus grande taille, type sanglier, cerf et compagnie. Et donc ça leur donne une grande capacité de se développer dans l'environnement. Il y a beaucoup d'études sur les tiques qui sont faites en Europe, notamment l'Europe de l'Est, et qui montrent bien en fait le lien entre végétalisation urbaine et présence de tiques et éventuellement donc de maladies à tiques, du fait de ces trames vertes par lesquelles les animaux sauvages vont circuler, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au centre des villes. Ces animaux sauvages, ils peuvent être porteurs de tiques. Une fois que la tique a mangé, elle se décroche, elle tombe au sol et elle va attendre un hôte prochain pour son prochain repas de sang. Et ben, si c'est le promeneur dans le parc urbain qui se balade, il peut très bien être mordu par une tique et ensuite développer une maladie. Donc c'est vraiment un lien avéré de cette connexion végétalisation urbaine et tique et maladie à tique. Ça n'avait pas été beaucoup creusé jusqu'à présent en France. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme CITIC, qui est une plateforme de sciences citoyennes. Donc, si vous trouvez une tique, vous pouvez la photographier, l'envoyer sur la plateforme CITIC. Vous pouvez aussi envoyer la tique elle-même à ceux qui s'occupent de la plateforme pour qu'ils l'identifient et qu'éventuellement ils regardent si elle est porteuse d'agents pathogènes. Et quand ils ont regardé leurs données sur l'année 2020, ils se sont rendus compte qu'entre mars et avril 2020, il y avait 47% des signalements qui provenaient de gens qui signalaient des tiques dans leur jardin de pavillon. Et en fait, évidemment qu'à cette période-là, tout le monde était confiné et donc tout le monde était probablement très attentif à ce qui se passait dans son jardin puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'autres choses à faire. Mais il en demeure pas moins que ça a quand même fait tilt dans la tête des gens qui s'intéressent aux tiques. Et il y a pas mal d'études qui sont lancées depuis sur cette problématique présence de tiques en ville, notamment dans les jardins. Et il y a une étude récente qui vient de sortir, qui est pilotée par les gens de Strasbourg, qui a mis en place une étude avec de la science citoyenne, donc en donnant des pièges à des gens dans leur jardin, en mettant en place des petites caméras pour voir quels sont les animaux qui visitent les jardins la journée, la nuit, etc., pour essayer d'avoir une meilleure appréciation du risque tique lié au jardin privé. Dans toutes ces questions de santé humaine et animale, on n'oublie pas les végétaux, qui sont aussi importants, notamment en termes économiques. Et je vais juste vous prendre l'exemple du Huanglongbing. Donc c'est une maladie qu'on appelle le dragon jaune, qui affecte principalement les agrumes. Donc c'est une des plus grandes menaces pour les cultures d'agrumes dans le monde. C'est très présent actuellement en Amérique et dans les Caraïbes, avec en fait deux vecteurs, un vecteur plutôt asiatique et un vecteur plutôt africain, puisque l'Afrique est également concernée.
Et le vecteur d'origine africaine a été identifié au Portugal et en Espagne. Donc il est à nos portes et pourrait générer des questions importantes à l'avenir. Et en tout cas, des organismes qui surveillent la santé des plantes sont très attentifs à cette problématique, parmi d'autres. Et là, on a en fait une problématique un petit peu inverse par rapport à ce que je vous ai expliqué pour tout ce qui concerne les humains et les animaux, dans le sens où l'introduction soit de l'agent pathogène, soit l'introduction du vecteur, va plutôt être liée à la ville, avec un risque qui va s'exporter sur les périphéries où on va trouver les plantations. Ça peut être la vigne, ça peut être les agrumes, ça peut être les fruitiers. Et c'est justement tout ce qui va être producteur de plantes de décoration, en fait, qu'on peut aller acheter pour mettre dans nos jardins pour faire joli, qui ne sont pas forcément aussi bien contrôlés que ce qu'on pourrait l'imaginer en termes sanitaires et qui pourraient être à l'origine de ce risque. Je parle du Huanglongbing, ça pourrait être aussi le problème de la bactérie Xylella fastidiosa, qui inquiète beaucoup pour les oliviers, pour d'autres plantes, avec une particularité sur ces maladies qui concernent les végétaux, c'est qu'on a à la fois beaucoup de plantes potentiellement hôtes, beaucoup de vecteurs d'un même agent pathogène et une difficulté à identifier les plantes malades parce que l'agent pathogène peut être dans les feuilles, dans le tronc. Donc il suffit qu'on contrôle la mauvaise partie de la plante et on peut dire que la plante est saine alors qu'en fait elle est déjà contaminée. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'aborder cette santé végétale que nos problèmes de santé humaine et animale en fait. Donc en résumé de tout ça, il y a beaucoup de questions qui restent encore à explorer. Le rôle de la végétation, par exemple pour les moustiques, est-ce que c'est des lieux de repos, des lieux de reproduction, des lieux d'alimentation? Les moustiques, les femelles se nourrissent de sang, mais elles se nourrissent comme les mâles de jus sucré, donc de nectar des plantes, donc elles sont forcément attirées par les végétaux. On se demande aussi si ces solutions fondées sur la nature ont toutes le même effet. Il y a a priori des questions de superficie, de niveau de végétation qui sont importants selon l'arthropode qu'on va considérer. Il y a des questions sur les effets de dilution. Donc, est-ce que le fait de mettre de la végétation dans les villes et de réintroduire de la biodiversité, ça peut avoir comme effet de ramener des vecteurs non vecteurs, justement, des moustiques qui ne seraient pas impliqués dans un cycle, et donc on aurait une dilution du pathogène qui pourrait y être introduit. Ça peut aussi introduire des prédateurs qui vont être peut-être plus ciblés pour le vecteur qui nous intéresse. On se demande aussi s'il y a des effets du microclimat qui plaît au vecteur, mais est-ce qu'il va plaire à l'agent pathogène qu'il peut éventuellement contenir. Ça peut donc modifier les réseaux trophiques, et puis aussi quel va être l'impact du changement climatique sur tous ces systèmes relativement complexes. Donc en conclusion, ce dont on est sûr, c'est que végétaliser les villes, c'est nécessaire pour tous les effets positifs que j'ai décrits au début en termes de biodiversité, en termes de bien-être urbain, particulièrement dans le contexte de changement climatique qu'on est en train de subir. Les risques potentiels de la végétalisation des villes sur la santé humaine, elles ne doivent pas conduire à remettre en question ces politiques d'urbanisation verte. Et par contre, il faut absolument qu'ils soient étudiés de manière plus approfondie, de façon à ce qu'on puisse les prévenir, en tout cas essayer. Et pour essayer de faire cet effort d'anticipation, il est indispensable qu'on puisse sensibiliser et impliquer les différents acteurs de la ville, et ils sont très nombreux, pour essayer d'identifier des solutions. Et ça veut dire qu'il faut absolument avoir des approches à la fois interdisciplinaires et intersectorielles pour prendre en compte toutes ces connexions entre la santé humaine, la santé animale, la santé des plantes, le socio-écosystème.
Et les solutions, elles doivent être considérées comme la végétalisation, elle doit être considérée comme une opportunité et un outil de gestion durable de ces risques dans une approche une seule santé. Je termine juste par cette petite photo qui illustre en fait des super buildings à Chengdu en Chine, donc qui ont été super végétalisés et puis abandonnés par les gens qui les habitaient, tellement la nuisance moustique était devenue importante. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver évidemment à ce niveau de problème lié à de la végétalisation urbaine mal gérée. Et tout ça, c'est grâce ces recherches sont conduites grâce au soutien de la région Occitanie, qui a mis en place un outil de recherche qui s'appelle les défis clés sur des enjeux importants pour la région Occitanie. Et on est porteur d'un défi clé sur le risque vectoriel. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé ce projet sur la végétalisation urbaine, les risques vectoriels à Montpellier et à Toulouse, et qu'on essaye d'apporter notre petite pierre à tout ça. Voilà, merci pour votre attention.